était dans le couloir. Je vais donc demander à Jules Palatin. Ils doivent être toujours là-bas. Si quelqu'un peut... Parce que j'ai dû les repousser loin parce qu'ils faisaient énormément de bruit. Ils ont commencé la table ronde avant. Je voulais vous dire merci pour votre patience. On a un peu lissé. On va essayer de voir comment on s'arrange là-dessus, parce qu'on a un peu de glissement temporel. Mais en tout cas, là, c'est le début de la table ronde B2C. Et donc, Jules de Netcord, voilà, je t'appelle en premier parce que ta photo est là. Bah, c'est mieux parce que comme ça, les gens, tu vois, s'identifient. Les choses sont bien rangées. Moi, je vais dire la rosée. Laurent Buanec, s'il vous plaît, de x.com. J'aurais pu t'appeler en troisième, c'est vrai, mais comme tu es en deuxième et que tu vois, j'aime bien ranger les choses et les gens, du coup, bah, tu vois, directement, il y a la slide. Thomas Van Voet de Bolt. Et alors, on va voir si ça marche en duplex comme la dernière fois. Emmanuel Patry du Social Media Lab qui doit être dans la salle d'attente, qui nous attend. Dans le Whereby. Je crois que c'est toi qui fais l'accueil. Ok. Et bah, avant tout, merci beaucoup d'être venu. J'ai pas fait de présentation ou de short bio, donc je vous propose de faire comme on fait en meeting Zoom, une petite phrase, même si certains d'entre vous la plupart sont très connus, mais une petite phrase d'intro pour se présenter. N'hésitez pas à prendre les micros et à bien les utiliser parce que effectivement, on est aussi écouté par peut-être 130 personnes en live stream maintenant, il me semble. 2000 personnes en live stream et que du coup, si on n'utilise pas le micro, ils ne peuvent pas s'en servir. Je propose qu'on commence par toi, Jules, puis on finira par Emmanuel quand elle sera live sur l'écran. Ça marche. Je suis pas... On m'entend là au micro? Il marche? Très bien. Ok, super. Bah, écoutez, bonjour. Merci pour l'invitation, Jean-Yves. Et donc, moi, je suis Jules Palatin. Je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle Netcord, qui est l'agence leader globalement en création et en animation de communautés sur Discord. Donc, on bosse pour des gros créateurs de contenu. Je vais citer le plus gros, je vais dire Squeezie, forcément. Des institutionnels, Louis Vuitton, et des marques plus classiques, Nutrimuse, Quiz the New. Voilà. Laurent, à toi. Bonjour à toutes, à tous. Merci pour l'accueil, merci à toi, merci à l'école. Donc, je suis Laurent Buanec et je dirige l'entreprise de service en France qui s'appelle X. Pour ceux qui auraient loupé, ça s'appelait Twitter avant. Je pense avoir entendu parler de cette plateforme. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Donc, moi, c'est Thomas. Merci pour l'invitation. Cofondateur de Bolt Influence. Alors, pas Bolt, les taxis. Hein. Bolt Influence, pas les VTC. Nous, on fait de le marketing d'influence 360 depuis 2019, principalement format court, même si on fait tous les réseaux. Et voilà, je serais content d'être là. Alors, Emmanuel, je suis très content de te voir. Hello, bonjour à tous. Et donc, je m'appelle Emmanuel Patry. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Je suis la fondatrice du Social Media Lab, qui est une des plus grandes écoles en France de community management. Et on accompagne des community managers au quotidien avec l'équipe. Alors, un petit mot de contexte, mais vraiment très très rapide avant de vous poser la première question. Moi, en fait, dans l'idée de cette table ronde, j'avais envie de réunir des voix qui comptent pour le paid media, pour le B2C, et puis aussi surtout, ce qui m'a frappé à travers vos différents parcours, c'est que vous avez tous des parcours d'entrepreneurs ou d'intrapreneurs avec une vraie vision qui fait qu'à un moment, en utilisant cette source qui est le social media, cette source de nouveauté, de révolution, vous avez tous su bâtir et tirer votre épingle du jeu à propos des communautés. Ma première question, justement, c'est
en parlant de ces communautés, comment vous identifiez dans vos secteurs respectifs qu'est-ce que c'est qu'une communauté B2C réussie? Alors du coup, j'ai l'impression que j'ai commencé à chaque question, mais ça va. Une communauté B2C réussie. Bon, déjà, une communauté B2C pour... Alors effectivement, celle-là, elle est plutôt pour toi au départ, puisque tu as su, grâce à Discord, vraiment tirer parti de ce building de communauté. Donc, ouais, désolé, mais là, ça commence par toi. Ouais, t'as raison, ça va très bien. Donc, une communauté B2C, globalement, c'est un ensemble de personnes qui ont une affection particulière, presque une passion, en fait, pour une marque, un produit ou pourquoi pas un créateur aussi. Et donc, dans le cadre de cette passion, ils vont être amenés à échanger entre eux, à vivre des expériences uniques qui vont créer en fait un sentiment d'appartenance fort à cette marque, ce produit, ce créateur. Tu as des exemples? Et bah forcément, bon, je peux citer pas mal globalement tous mes clients parce que c'est mon taf, mais franchement, quand je donne cette définition, la communauté à laquelle je pense le plus facilement, c'est en fait une communauté d'un club de foot. Par exemple, le Paris Saint-Germain, pour reprendre chaque point de la définition, c'est des personnes qui sont passionnelles autour de leur club de foot, qui échangent entre elles autour de l'activité de ce club et qui, globalement, ont un fort sentiment d'appartenance à ce club et qui le montrent avec l'achat de maillots, le fait d'aller au stade, etc., qui donc vivent des expériences uniques autour de ce club. Donc forcément, les communautés les plus engagées aujourd'hui, enfin moi c'est à mon sens les plus engagées, c'est celles autour du sport et notamment le foot. Il y a peut-être aussi la politique, mais ça c'est moins mon domaine d'expertise. Ouais, et puis celle-là, elle rencontre une vraie actualité aussi en ce moment avec ce passage de cap qui fait qu'à chaque fois, tu dois renforcer l'affiliation, l'adhésion et la sensation de monter dans un train quoi, qui gagne. Quoi. Pour casser l'ordre, je vais te demander un peu en 2 mots la même question, Emmanuel, du coup, puisque tu es en remote, mais tu es avec nous. Ouais. Et je ne vais pas te laisser trop longtemps, puisque tu ne te revois pas sur le truc dans le doute. Alors vas-y, raconte-nous toi, comment tu vois et comment tu perçois chez les gens que tu formes aussi, le fait de réussir à encadrer des communautés. Alors, sur les communautés, moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'univers de la beauté, de la cosmétique. Et par exemple, des marques comme Sephora ou comme Respire ou comme Typologie ont réussi à créer des vraies marques communautaires, c'est-à-dire des marques qui sont incarnées, avec beaucoup d'incarnation, beaucoup d'influence et un partage de valeurs communes et la création de véritables territoires d'expression. Et je trouve que c'est ça aussi qui est incroyable quand une communauté se développe bien, c'est que chacun peut s'exprimer, chaque membre peut s'exprimer et les ambassadeurs vont porter un petit peu ce message et ces valeurs communes. Et je trouve que dans la beauté, en tout cas, pour avoir été dans cet écosystème pendant un certain temps, je trouve que c'est particulièrement fort parce qu'on peut aussi s'exprimer avec le corps, avec le maquillage permet aussi tout ça hein, de s'exprimer. Et au-delà du sport, je trouve qu'il y a aussi ces communautés-là qui sont très intéressantes à observer. Et la manière dont nous, on forme aussi nos community managers, c'est pas seulement créer des audiences, mais vraiment créer en fait, des écosystèmes vivants, en fait, avec des membres qui vont interagir de manière horizontale, parce qu'on a tendance à confondre un petit peu les réseaux sociaux avec la construction d'audience verticale, alors qu'on est vraiment dans un partage, en tout cas à la base. C'est un truc, s'il y a un mot-clé en fait, sur lequel j'aimerais rebondir, c'est celui, au travers du monde de la beauté, c'est celui de l'influence, puisque finalement, l'influence, c'est vraiment, Thomas, le cœur de ton métier. Et c'est vrai qu'on a un peu du mal, souvent, à croiser la construction communautaire et le following ou l'influence chez un influenceur. Donc, du coup, est-ce que tu as des exemples de communauté de following d'influenceurs tenaces, vivaces et d'administration dans ce que tu as pu rencontrer ces dernières années? Déjà, je vais dire en préambule que l'influence, elle a changé. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'influenceurs qu'à une époque. Donc forcément, le following a moins de valeur qu'elle ne l'avait il y a peut-être 5-10 ans. Néanmoins, aujourd'hui, les gros créateurs restent très forts. Donc, évidemment, par les Squeezie, très simplement, la communauté s'appelle les Squeezos.
Donc, on sent un sentiment d'appartenance. Il y a évidemment toutes les grosses créatrices beauté historiques, les clubs d'e-sport, je pense notamment à Amine, un peu moins aujourd'hui, mais surtout, comment il s'appelle, tu vas m'aider, la Carmine Corp. La Carmine Ouais, Corp. bien sûr. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les fanbases se reconnaissent dans les influenceurs et ils parlent le même langage en fait. Et ça, c'est très important, je pense, aujourd'hui pour s'adresser à une communauté, c'est de parler son langage, de ne pas être trop institutionnel, puisqu'on s'adresse à des personnes et dans leur vie de tous les jours, qui sont sur leur téléphone, dans les transports, etc. Et je pense que le succès de l'influence vient de cette espèce d'authenticité où les gens se reconnaissent et arrivent à s'identifier et arrivent à créer la discussion. Bien souvent, pour d'être avec beaucoup des influenceurs, les gens sont tellement proches ou semblent être tellement proches qu'ils pensent être amis avec les créateurs parce qu'ils suivent leur quotidien, etc. Donc, il y a vraiment ce côté authenticité, rapprochement, langage. Last but not least, en anglais courant, Laurent, toi, ta vision plateforme, puisque c'est vraiment là-dessus, sur X, on peut prendre une hauteur de vue pour voir un peu l'essentiel des thèmes partagés et des communautés qui s'expriment sur la plateforme. Pour toi, quelles sont les communautés phares maintenant, et puis aussi quelques-unes aussi par le passé que tu as pu observer autour de cette construction et ce community management? Alors ouais, on vient sur X comme on venait sur Twitter, ça n'a pas changé pour se tenir au courant de l'actualité, notamment de l'actualité qui se passe dans nos centres d'intérêt et via les communautés. On a tendance à tort souvent à croire que les gens viennent uniquement pour de l'info, de la news et de la politique, et c'est le sport qui trust la très 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 large majorité des conversations. C'est plus de 50%, c'est rien que le foot, quoi. Donc PSG, Enco. Le gaming, même chose. Et ensuite, donc, il y a plein de communautés qui parfois s'interconnectent, parfois non. Il y en a certaines qui sont très très connues. Il y en a d'autres qui le sont, entre guillemets. Maintenant, elles le sont, mais quand la K-pop a émergé, par exemple, c'était une communauté à part entière qu'on n'a pas vu venir et qui, d'un coup, on s'est retourné. C'était gigantesque. Il y a ça. Et puis après, il y a ce côté aussi très particulier, très spécifique, qui est la saisonnalité des communautés, notamment avec l'aspect double écran, la télévision. Et du coup, tu vois rejaillir, même si évidemment elle est plus ou moins dormante, elle est toujours active, mais la communauté Star Academy, Koh-Lanta ou autre, mais Star Academy, c'est un bon exemple. À chaque saison de Star Academy, ça truste toutes les conversations, ça échange de partout ou autre, quoi. Donc, il y a vraiment, c'est très multiforme et pas toujours celle qu'on imagine en fait. Oui, c'est vraiment aussi là où tu vois l'expression communautaire et où, même sans faire partie du train Star Academy, bah, tu vois que tout d'un coup, le thème arrive et tu vois la puissance de l'expression et justement de la tendance qui va naître. C'est vraiment sur cette communauté, il y en a une dont on a moins parlé, qui moi m'intéresse beaucoup et qu'on regarde quand même pas mal. C'est toutes les communautés qui sont autour de la finance. Et c'est une thématique qui est très très débattue sur X aussi. Et je sais pas si l'année dernière, on a eu un rapport un peu sur le mapping des intérêts en 2024. Est-ce que c'est quelque chose qui va revenir en 2025? Est-ce qu'on va avoir une seconde édition pour un peu pouvoir se positionner sur les conversations en tant que community manager extérieur? C'est toujours quelque chose que vous faites? Ouais, on continue à produire ce genre de choses. Et oui, de mémoire, je crois que les discussions et les communautés autour de la finance sont encore dans le top 10. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Alors, alimenté beaucoup par tout ce qui est aussi crypto, ce genre de choses, parce qu'il y a une vraie appétence sur le côté innovation sur notre plateforme, qui fait que, pareil, une des grosses communautés qui s'est créée, même si elle était, pareil, elle existait depuis longtemps, mais elle a explosé littéralement, c'est la communauté sur la discussion IA. Au-delà du discussion grand public, vraiment sur des gens spécialistes qui y travaillent ou autres, et on est sur des niveaux où je crois qu'on est plus ou moins de l'ordre de... Il y a 20 posts par seconde autour de l'IA en ce moment, c'est quelque chose comme ça. Et au niveau des formats, que ça soit... d'abord, je vais te poser la question sur
ta plateforme, quel format peut-on utiliser pour créer, fédérer? Qu'est-ce que tu conseillerais à un community builder qui viendrait sur X? Parce qu'il y a quand même pas mal d'outils qui sont à disposition, ils ne sont pas tous très connus. Alors, on n'avait pas prévu ça. Je ne suis pas là pour faire la vente de mes formats. Il y en a. Si c'est utile, et honnêtement, c'est vraiment un conseil que je donne, je vais être moins sur la partie format publicitaire. Hein. C'est vraiment l'utilisation de notre IA. Alors, si vous avez suivi, on est devenu une boîte IA parce qu'on a fusionné avec XAI, qui était notre cousine dédiée à l'IA. Et on a Grok, qui est la partie visible chatbot, mais qui irrigue l'ensemble des systèmes. Et notamment, il est sur toute une partie Insight Analytics qu'on a sur les comptes, que tout le monde peut avoir de façon un peu plus poussée quand on est annonceur. Mais mine de rien, même de base, c'est quand même déjà ultra poussé. Il y a un système qui s'appelle Radar pour les abonnés notamment, et qui permet de comprendre tout un tas de choses, de comprendre les tendances en termes de conversation sur plein de sujets. Et du coup, ça, c'est un outil, à mon avis, en termes de community management qui est brillant. Pour les planners strat également, parce que Grok aide à comprendre tout un tas de signaux, comprendre les derniers mèmes, comprendre les nouveaux sujets d'intérêt dans une communauté, ce genre de choses. On peut l'être quand on est très talentueux, j'imagine, en tant que CM. Mais là, d'un coup, on a cette IA qui est complètement intégrée dans l'usage et qui, à mon avis, je suis preneur de retour d'expérience, mais à mon avis, qui est super utile. Moi, déjà, je peux t'en parler parce qu'effectivement, ça m'est arrivé 2-3 fois de l'utiliser en cas de forte augmentation des commentaires pour essayer de comprendre un peu ce qui structurait et ce qui était sous-jacent dans les discussions ou pour comprendre l'impact de tel ou tel. Effectivement, je trouve que c'était un petit truc. J'avais pas envie de le pousser, donc voilà, maintenant il est révélé. Je voulais partir de ça justement aussi pour demander à Jules, pour cette plateforme qu'il utilise lui aussi, ses tips de community builder ou manager pour voir quels étaient les secrets d'une plateforme qu'on connaît encore pas tous, ou parfois un peu mal. Quels étaient les secrets, les super pouvoirs que Discord pouvait t'apporter en tant qu'admin de communauté réussie? Ouais, bah c'est super intéressant et en l'occurrence, on n'a rien. Pardon. Discord réinvente pas grand-chose. En fait, on s'appuie sur des logiques communautaires qui existaient déjà bien avant la plateforme. Je vais reprendre mon exemple du PSG parce que je trouve qu'il marche bien et ça permet de se le figurer. Qu'est-ce qui crée, en fait, quand on parle de communauté PSG, de quoi on parle? On parle d'une identité forte que les membres, en fait, réclament. Hein, donc, par exemple, les maillots, c'est une manière de prouver, enfin, de montrer son identité au reste du monde, hein, tout simplement. Donc, quand je porte un maillot du Paris Saint-Germain, j'affiche que je suis supporter du club, ça c'est très important. Pareil pour les écharpes, etc. Ça passe aussi par le fait de faire des posts, par exemple, sur X également. Donc il y a ce côté identité forte et montrer son identité qui est très important. Sur Discord, ça peut prendre la forme de badge, en fait. C'est-à-dire que quand vous parlez sur Discord, vous allez avoir un tag. Nous, on a un tag PSG pour le club. Donc quand vous êtes n'importe où sur Discord, vous avez le tag qui est lié à votre club qui montre que voilà, ça vous permet d'assumer votre sentiment d'appartenance tout simplement. Et puis au sein même de la communauté PSG, il y a il y a ce qu'on appelle donc des rôles qui sont en fait différents niveaux d'appartenance au club, si vous voulez. C'est-à-dire que les membres les plus engagés de la communauté, ils vont avoir un rôle différent des membres qui parlent moins, par exemple. Et donc ça m'amène au deuxième point qui est important. Après le sentiment d'appartenance et l'identité, c'est le côté gamification. Une saison du PSG, elle est ultra gamifiée. Hein. PSG joue une saison dans laquelle il y a des matchs, ils gagnent ou ils perdent les matchs, ça leur fait gagner des points, à la fin ils gagnent, enfin, c'est ultra gamifié. Donc c'est important que l'expérience des membres elle soit très gamifiée là aussi. Et donc sur Discord, on a justement la possibilité d'avoir en fait tout un panel d'automatisation, parce qu'en fait Discord est une très bonne plateforme déjà en fonctionnalité de base et sur laquelle on peut venir rajouter des plateformes qu'on va développer. Donc on va développer des intégrations de gamification. Nous, on est chez Netcore, du coup, pour prêcher ma paroisse, on a un pôle dev depuis 2 ans qui vraiment fait que ça, en fait, c'est son travail. Donc, on est très expert là-dessus. Et on a une intégration de gamification qui va en fait compter les messages de chaque membre, qui va aussi pouvoir hiérarchiser les interactions. C'est normal que vous gagnez plus de points et que vous ayez une plus grande place dans la communauté si vous créez souvent des fan art, par exemple, autour du club. Parfois, ils sont même repris sur les réseaux plus classiques.
sur les tifos par exemple, le message classique, le bonjour sur le serveur qui va faire gagner moins de points. Voilà, il y a une hiérarchisation comme ça. Et derrière, les membres les plus engagés de la communauté, on les met en avant, on leur fait gagner aussi des récompenses. Donc en fait, on gamifie leur expérience. On a des saisons aussi sur le serveur. Chaque saison, on a les 10 personnes les plus engagées du serveur Discord, donc les 10 fans les plus engagés, on va leur faire gagner. Là, ce mois-ci, s'il y en a qui veulent jouer, qui sont faits du PSG, il y a un maillot dédicacé par un joueur, par Warren Zaïre-Emery, qui est à gagner. Et puis ensuite, il faut rejoindre. Et puis ensuite, plein d'autres lots. Donc voilà, les 2 premiers points, donc je disais identité forte, gamification. Et le dernier que je pourrais citer, c'est les rituels récurrents. Dans la vie d'un supporter du PSG, il y a plein de rituels récurrents qui arrivent. Souvent le PSG joue le dimanche, donc tous les dimanches 21h, vous savez à peu près qu'il va y avoir un match, soit 15h ou 17h ou 21h en général. Tous les mardis ou les mercredis, pour le PSG en tout cas, vous savez qu'il y a Ligue des Champions, globalement. Donc voilà, ça crée des rituels, parce qu'ensuite, derrière chaque match, potentiellement, vous allez faire l'avant-match avec vos amis, vous allez aller au bar, vous allez aller au stade, etc. Il y a des rituels qui se créent, en fait, qui rentrent en fait le PSG dans le système d'habitude des membres. On fait pareil sur Discord. Avant chaque match, on va venir faire un live. On peut faire des lives sur Discord. On va venir faire un live d'avant-match avec les membres, avec un animateur du PSG. Moi, j'en anime aussi une partie parce que je suis plus vraiment dans l'opérationnel, mais le PSG, je garde une partie opérationnelle parce que c'est très sympa et c'est un sujet que j'aime bien. Donc, on fait des lives d'avant-match en fait, avant chaque match, ce qui fait que on a nos habitués. Hein, ça fait 7-8 mois qu'on fait ça maintenant. On a à peu près toujours les mêmes personnes qui reviennent. Donc, en bref, identité forte, gamification et rituel récurrent. Emmanuel, je vais te passer la parole pour justement toi qui formes des community managers, ces conseils et ces tips, en tout cas ces structures d'animation là tu t'y reconnais dans les conseils que tu donnes et sur les formations? La dimension de récompense des membres, de gamification est je trouve hyper importante et souvent sur les réseaux sociaux, c'est pas assez développé. Nous, le conseil qu'on donne tout le temps, c'est de se dire que les gens vont aller sur une communauté pour quelque chose. Elle doit vraiment avoir un rôle, une mission qui dépasse complètement la marque. Il faut qu'on se sente contribuer et qu'on reçoive quelque chose de la communauté. Et il faut prendre le temps de faire ça. Ça sert à rien de vouloir construire une très grosse communauté si on n'arrive pas à construire en fait du lien au sein de la communauté. Pour mes formations, j'ai aussi une communauté privée qui est une très très grosse communauté de community managers et on fait aussi beaucoup de jeux. On a des valeurs communes, on échange au quotidien. C'est une vraie plateforme d'entraide. Et je l'ai vu aussi chez des marques quand j'ai travaillé comme consultante, par exemple la marque Oppo. Oppo, c'est une marque, selon les plateformes, ils vont vraiment créer des espaces communautaires. Donc, par exemple, sur leur groupe Facebook, les gens vont tester les produits et ça va être un groupe de fans, en fait, des produits plutôt sur le côté technique. Sur Instagram, ça va être plutôt les esthètes, les photographes, les gens qui partagent, en fait, la beauté de leurs photos ou des vidéos qui sont prises avec les smartphones Oppo. Donc, c'est intéressant aussi d'adapter. Les community managers, pour moi, ils doivent apprendre à adapter aussi la communauté à chaque canal. Donc là, on a vu un exemple de Discord qui est, je trouve, aussi hyper innovant, mais il y a plein de communautés qui peuvent être créées selon aussi le réseau social et la plateforme. Ok, et pour toi, en fait, au niveau de l'influence, ce côté participation de la communauté, animation et justement gamification, reward, co-construction, comment tu le vois? Tu as des animations récentes que tu as fait avec ce genre de mécanique? Alors, En fait, moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, les gens attendent de plus en plus des communautés. Ils veulent aussi, pas seulement jouer, ils veulent aussi obtenir des choses de la communauté. Je sais que nous, par exemple, par exemple, nos formations, on organise beaucoup de challenges privés dans nos communautés pour dynamiser, pour leur donner envie de venir. Et ceux qui remportent le plus de points vont gagner des cadeaux, etc. Et cette dimension de gagner quelque chose, repartir avec quelque chose et avoir quelque chose même physiquement de la communauté, même se rencontrer en vrai, est à mon avis très important dans les communautés virtuelles parce qu'on a aussi besoin d'avoir du concret. Moi, je vois aussi beaucoup de volonté d'humain dans tout ce virtuel et d'arriver en fait à créer du réel à partir du virtuel. Merci. Et Thomas, je vais te je vais te poser cette même question pour
comme question de conclusion de cette table ronde, justement sur tes dernières OP, tu as déjà utilisé de la gamification ou tu as un truc dont tu voulais nous parler maintenant peut-être? Parce que tu interviens en dernier, du coup, excuse-moi. Non. Je dis toujours, comme je dirais, l'influence, elle a changé et le community management devient de plus en plus difficile pour les créateurs puisque le format court a un peu changé la donne. À l'époque, on faisait des stories et des vidéos YouTube une fois par semaine. Aujourd'hui, on poste un contenu par jour, voire plus. Donc, très difficile de suivre justement les commentaires, etc. Certains créateurs y arrivent encore avec leur équipe, mais c'est assez dur. En revanche, il reste un espace qui est voué à l'interaction, qui reste le live. Donc le live sur Twitch, sur TikTok, peu importe la plateforme. Et c'est, je pense, aujourd'hui le meilleur moyen pour un créateur d'être proche de sa communauté, de pouvoir discuter avec elle et de pouvoir interagir. Nous, c'est des choses qu'on essaye de pousser aux marques. Très compliqué, Twitch, puisque le ticket d'entrée est souvent très haut. On fait toujours des analyses au CPM et c'est très compliqué le CPM sur Twitch, puisqu'on va parler peut-être de 400, 500, 600, 700 viewers simultanés pendant 1-2 heures, qui va nous donner peut-être, si à la fin il y a 5, 6 000, 10 000 spectateurs, c'est déjà très bien. Comparé à une vidéo qu'on poste sur un réseau social court qui fait 200 000 vues, ben, forcément, c'est très compliqué à valoriser. Cependant, ce qui est intéressant, c'est de voir la qualité des interactions. Je repense toujours à une opération qu'on a fait avec Canal+ sur Valider. C'était déjà il y a très longtemps, mais les interactions sont intéressantes. On fait cette opération qui permettait en fait aux streamers de diffuser gratuitement sur Twitch le premier épisode de Validé et de le regarder avec sa communauté, avec un programme en mode interaction, ce qu'on appelle une watch parties. Je ne sais pas si vous êtes familier du terme, mais ça consiste à regarder un contenu avec un autre. Et donc, on pousse Validé à un public assez jeune, parce que le but, c'est du rap Validé, pour ceux qui ne connaissent pas la série de rap. Donc, le but, c'est de toucher des jeunes. Et on fait ce premier épisode sur Canal et on voit les interactions des internautes en direct qui disent que la série est géniale et surtout qui trouvent génial que Canal+ fasse des séries. Et du coup, ça paraît naturel pour nous. Moi, j'ai 40 ans, le film, le cinéma. Du coup, c'est très logique. Pour les jeunes, pas trop. Pour les jeunes, à l'époque, en tout cas, Canal+, c'était le football, c'était la Formule 1, mais pas les séries. Et toutes ces interactions-là sont vraiment très intéressantes puisqu'on a pu répondre, nous qui administrons le chat avec les modérateurs pour dire bah non, regardez Canal+, c'est le Festival de Cannes à l'époque. C'est les séries, c'est les films, c'est peut-être l'une des sociétés privées qui contribue le plus. Donc, pour moi, ça reste ces opérations en live vraiment des opportunités uniques pour discuter avec les communautés. Aujourd'hui, du coup, ce qui se développe avec les réseaux format court, c'est le clipping. Je ne sais pas si ça vous parle. Clipping, c'est de découper des séquences du live et les poster sur les réseaux sociaux. Et donc, cette combinaison permet de mettre en avant des fois des interactions qui sont très drôles et qui restent dans les mémoires et du coup qui permettent aujourd'hui de créer une conversation, puisque je pense que c'est ça qui est important, créer une conversation entre la marque, le créateur et la communauté. Écoute, c'est peut-être une conclusion qu'on va clipper. Merci beaucoup pour votre participation et on se voit tout de suite après ou en tout cas sur les réseaux. Merci. Je vais laisser la parole à la dernière table ronde avec